bonsoir à tous. Merci d'avoir pris sur votre temps pour venir à cette conférence ce soir. Conférence que j'ai pensée en deux temps puisque je reviens la semaine prochaine pour continuer sur le même thème. Alors je remercie la MAM de me permettre à nouveau de venir divaguer devant et avec vous sur des sujets assez variés. Et en même temps, je salue le courage de la MAM pour organiser un cycle de conférences sur les utopies. J'ai une forme de courage parce que parler d'utopie par les temps plus courts me semble assez complexe, pour un ensemble de raisons que je vais prendre le temps de détailler en introduction. Et une fois n'est pas coutume, j'ai rédigé en partie mon introduction pour ne pas me perdre, pour essayer de faire un truc à peu près carré pour les deux séances pendant lesquelles je vais essayer de partager avec vous ce que j'ai en tête quand on m'évoque la question des utopies, ce que ma formation m'amène à penser en tant qu'économiste, en tant qu'historien de la pensée économique, sur ces sujets. Donc, aborder la question des utopies, c'est forcément délicat dans un contexte où le pragmatisme et le réalisme sont présentés comme les vertus cardinales du discours et de la pratique politique. On y reviendra, on en a déjà parlé à de très nombreuses reprises. Ce qui caractérise aujourd'hui le discours, c'est de mettre en avant le pragmatisme et un réalisme qui en réalité ont toujours été les supports du maintien de l'ordre. Toute velléité de contestation et de transformation du réel est renvoyée très rapidement à son caractère irréaliste. Et là, on va retrouver très rapidement ce que sont les utopies, des idées qui n'ont pas de lieu concret et réel de manifestation. Donc, ces velléités de contestation et de transformation sont renvoyées très souvent à leur irréalisme, voire à leur irresponsabilité. Alors, dans le meilleur des cas, cette velléité, elle est infantilisée dans une logique paternaliste. J'ai encore du mal, j'ai des lunettes pour lire de près, mais je ne sais pas encore bien faire, rassurez-vous. Donc, dans le meilleur des cas, cette velléité est infantilisée dans une logique paternaliste. On a tous entendu le discours de nos enseignants, de nos parents. Je ne sais pas ce qu'a été votre trajectoire individuelle, mais moi je m'en souviens quand je partais dans des manifs, etc. C'est pas réaliste, c'est pas responsable. Et dans le pire des cas, cette démarche est disqualifiée pour sa dangerosité et elle est renvoyée à l'ensemble des expériences historiques dramatiques qui ont marqué le XXe siècle. Et ça aussi, je l'ai entendu dans la bouche de mes parents. Dans le premier cas, on peut dire que cette disqualification de l'utopie prend un caractère à la fois bienveillant et condescendant. L'utopiste mérite qu'on y prête attention, puisqu'après tout c'est un être humain comme les autres, mais pas qu'on le prenne au sérieux. Dans le second cas, la disqualification génère une violence légitime au nom du maintien réaliste de l'ordre et de la morale. Pour le dire autrement, pour le dire simplement, et c'est la manière dont je définirai ce soir et la semaine prochaine les utopies sont nécessairement à la fois pour et contre. Elles sont pour quelque chose, elles défendent une idée, et elles sont à ce titre-là porteuses de propositions, elles sont force de propositions, mais elles sont aussi nécessairement, et ce n'est pas toujours forcément assumé, elles sont nécessairement contre. Elles sont contre un ordre établi. Si une utopie est une volonté de transformation du réel, alors l'utopie est nécessairement un refus du réel tel qu'il est. Et refuser le réel tel qu'il est, c'est refuser le réel tel qu'il est ordonné, et refuser le réel tel qu'on nous donne à le voir. Et c'est donc quelque chose de très complexe dans les utopies. Lorsqu'on veut en avoir une vision plutôt bienveillante et condescendante, il faut en même temps en accepter le caractère forcément dangereux. Et on y reviendra, les utopies sont dangereuses parce qu'elles transforment notre manière de penser le réel. Et dans cette transformation de penser le réel, il y a non seulement la possibilité d'envisager autre chose, quelque chose de mieux, face à un réel qui ne nous satisfait pas, mais surtout, penser l'utopie, c'est nécessairement penser tout ce qui s'oppose dans le réel à la réalisation de cette utopie. Et penser ce qui s'oppose à la réalisation d'une utopie, c'est nécessairement penser, du coup, au déséquilibre dans l'ordre social qu'impliquerait la réalisation de cette utopie. Et donc, et on y reviendra
à de nombreuses reprises ce soir et la semaine prochaine, une utopie remet nécessairement en question des cadres de pensée qui sont ceux défendus par les élites. Des cadres de pensée qui renvoient, ici, d'une manière très simple, à une représentation spécifique du réel. Ce sont des cadres qui peuvent se présenter sous une forme théorique, on y reviendra, c'est souvent sous des arguments matinés de science, qu'on retrouve le discours de l'élite et d'une perception particulière du réel, et en même temps, souvent, un caractère purement idéologique, auquel l'utopie entend substituer de nouveaux cadres. L'utopie se présente souvent, d'abord et avant tout, comme la proposition d'une autre façon de penser le réel. Et du coup, dans le langage courant, utopie est en règle générale, et c'est ce qui va rendre souvent les choses complexes dans les échanges qu'on va avoir ce soir et la semaine prochaine, l'utopie nous renvoie du coup régulièrement à quelque chose qui paraît censé être en soi disqualifié. Utiliser le terme même utopie est devenu aujourd'hui une sorte d'argument ultime qui renvoie aussi de la même manière au fait qu'on peut tenir un discours irréaliste, non pragmatique, qui ne correspond pas à la réalité. Donc on va s'interroger sur ce processus de disqualification. Un processus de disqualification de l'utopie qui est nécessairement porté par les élites, puisque les élites sont menacées par toutes les utopies dont nous pourrions être porteurs. Et j'utiliserai régulièrement le nous, puisque nous sommes aussi des porteurs de l'utopie. Donc, l'utopie est un combat d'idées, autant qu'un combat politique, qui peut devenir un combat social et citoyen. Ce qui veut dire que l'utopie, oui, peut se manifester par des formes violentes dans la rue. L'utopie peut nous conduire à des formes d'exacerbation, de tensions sociales, qui, en partie, s'expriment très régulièrement, surtout ces derniers temps. Et de nombreuses utopies se manifestent, on y reviendra, de manière désordonnée, dans une confusion générale, et je dirais même une confusion généralisée et volontairement entretenue par les élites. Le propre des mouvements, comme le mouvement des Gilets jaunes, mais je pense auparavant à d'autres mouvements qui ont été discrédités et disqualifiés de la même manière, c'est l'ensemble des mouvements qui se sont opposés à la réforme du droit du travail, les mouvements qui se sont opposés à la réforme de l'enseignement supérieur, les mouvements qui se sont opposés à la réforme des retraites, etc. Tous ces mouvements ont régulièrement été volontairement réduits à un amalgame irréaliste, non pragmatique, etc. Et ici, ce qui est intéressant, on y reviendra, c'est que les utopies aujourd'hui sont souvent qualifiées de rétrogrades. Vous le savez tous, les utopies appartiennent à l'ancien monde. Le nouveau monde est le retour au réel et au pragmatisme. Il est donc essentiel pour le pouvoir de discréditer l'utopie. C'est un exercice permanent, récurrent, et du coup, le discours dominant, ce que j'appelle le discours dominant, le discours qui vise à protéger l'ordre établi, se caractérise par la mobilisation d'arguments qui relèvent la plupart du temps de l'évidence. Cette évidence peut être une évidence factuelle, on en a un bon exemple par exemple avec la réforme des retraites, lorsqu'on nous explique que la population vieillissant, il est normal que tout le monde travaille plus longtemps avant d'aller à la retraite. Voilà un argument qui semble évident. Lorsqu'on nous explique que l'État est trop endetté, on nous explique mécaniquement qu'il faut moins dépenser. Oui, ça, on le sait tous, nous, à notre échelle, lorsqu'on est trop endetté, quand je dis trop endetté, on a déjà discuté à plusieurs reprises, il y a deux niveaux de trop d'endettement. Il y a le moment où je suis trop endetté et où la banque peut encore me réclamer de rembourser ma dette sans que ça la mette en péril, et il y a le moment où je suis trop endetté pour la banque et c'est la banque elle-même que je mets en péril. Donc quand je suis trop endetté au regard de ma capacité à rembourser, on le sait, on va m'imposer un ensemble de règles budgétaires, etc., pour que je dépense moins. Et du coup, on nous impose comme une évidence le fait que l'État devrait fonctionner comme un bon père de famille, et tout bon père de famille sait qu'il ne peut pas dépenser plus que ce qu'il a, etc. Voilà, on est dans le registre d'un référentiel qui est issu de l'évidence empirique, qui pourrait s'imposer à chacun d'entre nous. Et ça, c'est ce que je pourrais qualifier de discours paternaliste de base. Et c'est ce discours paternaliste qui vient disqualifier les revendications de transformation du réel qui ne s'adapteraient pas à ces réalités. Du genre, maintenant, il est totalement utopique de vouloir conserver le système des retraites tel qu'il existe aujourd'hui, puisque la population vit plus longtemps, etc., etc. Donc là, on est dans la disqualification paternaliste.
Mais il y a aussi un autre registre de disqualification, qui se veut, lui, plus du registre de la maîtrise d'un savoir et de compétences propres à l'élite, hein, et on en a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est un discours qui se matine donc de scientificité en utilisant des arguments issus, la plupart du temps d'ailleurs, de la science économique. Et là, on est dans un registre où ce n'est pas par irréalisme que les gens formulent des idées qui du coup relèvent de l'utopie, c'est bien plutôt par ignorance et par non-maîtrise. Et là, on n'est plus seulement dans le paternalisme condescendant, on est dans une rupture assumée, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans plusieurs conférences, une rupture assumée des élites avec la population. Les élites revendiquant un savoir qu'elles sont les seules à maîtriser et qui relèguent du coup la population souvent à un rang de pur spectateur de ce qu'il faut faire. Et on y reviendra, cette posture des élites est très problématique du point de vue de ce qu'on a comme représentation courante de ce qu'est la démocratie. Donc on y reviendra, hein, parce que la question des utopies aujourd'hui peut, de manière très simple et très pragmatique, se révéler être tout simplement une revendication, effectivement, que nous vivions dans le monde qui nous a été promis, et en premier lieu, des républiques démocratiques. Donc on reviendra à ça. Et en même temps, du coup, le discours dominant se revendique comme étant le seul possible, et donc comme étant le seul légitime. Cette idée que le discours dominant et du coup les politiques qui sont mises en œuvre sont les seules possibles, vous le savez, hein, remonte à la fin des années 70, début des années 1980. C'est Margaret Thatcher qui l'a le plus simplement formulé. Il n'y a pas, enfin, there is no alternative, avec mon accent, hein, il n'y a pas d'alternative. Hein, et c'est le moment où le néolibéralisme s'impose comme une nouvelle forme de réalisme, de pragmatisme et de rationalisation du monde. On y reviendra parce que, forcément, il est difficile aujourd'hui de débattre des utopies dans un contexte où on les invite en permanence à rationaliser nos choix individuels pour rationaliser notre conduite collective à travers la mise en place de politiques qui sont les seules qui s'imposent à nous. Il nous est demandé de revenir à la raison. Littéralement, si on écoute bien le discours tenu par le président de la République, par le Premier ministre et leur staff depuis plusieurs semaines, c'est bien un retour à la raison qu'il est question. Comme si finalement, la contestation de l'ordre établi relevait nécessairement d'une conduite déraisonnable, irrationnelle, donc non conforme aux règles de fonctionnement d'une démocratie qui suppose, on y reviendra, que nous fassions des choix raisonnables et rationnels. On voit ici du coup comment se noue une rupture entre des élites et ceux qui sont porteurs d'une contestation. Et donc du coup, une rupture qui s'incarne progressivement dans la remise en question non seulement, je dirais, du sérieux des revendications utopiques, mais surtout de leur légitimité. Et on assiste aujourd'hui à une véritable remise en question de la légitimité des utopies dans l'espace du débat public. On y reviendra, je l'espère, si je ne suis pas trop long sur cette introduction. Ce qui veut dire que ce soir, et la semaine prochaine, il va falloir faire de très très gros efforts tous ensemble. Le premier effort considérable qu'il va falloir faire, c'est de revenir à une approche de l'utopie qui ne soit pas systématiquement une utopie discréditée et disqualifiée pour son caractère irréaliste. Ce qui veut dire aussi, du coup, que je vais vous demander d'accepter de faire abstraction de 2 siècles d'histoire, de faire abstraction de la période dans laquelle nous vivons. On y reviendra la semaine prochaine, et puis j'y reviendrai régulièrement. Il va falloir faire abstraction du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il va falloir faire abstraction, c'est vrai, de l'ensemble des atrocités qui ont été commises tout au long du XXe siècle, au nom des utopies. Et plus particulièrement au nom des utopies de gauche et de la gauche radicale. C'est une chose sur laquelle je reviendrai à plusieurs reprises. Vous verrez que j'ai une acception plutôt large de ce que sont les utopies de gauche, mais oui, les utopies ont pu produire des atrocités. Ou plus précisément, on a commis au nom d'utopie des atrocités. C'est une nuance. Mais du coup, il va falloir faire abstraction de ça. Parce qu'il est très difficile, aujourd'hui par exemple, je l'ai déjà évoqué, de parler de lutte des classes. Je vais en parler pourtant de lutte des classes. Je vais en parler parce que c'est quelque chose de relativement simple. Mais parler de lutte des classes, c'est être systématiquement disqualifié
parce que c'est revendiquer une pensée de type marxiste. Or, le marxisme est disqualifié parce qu'il aurait produit le stalinisme. Non, les utopies et la pensée ne produisent pas nécessairement ce qu'on met en œuvre. Et je reviendrai pour cela notamment aux premières grandes utopies qui ont émergé au cours du XVIIIe siècle, et en particulier le libéralisme. Et c'est quelque chose d'important sur lequel je vais revenir ce soir. Ce sont les mêmes sources intellectuelles, les mêmes sources de pensée qui ont accouché du libéralisme, du socialisme, de l'anarchisme, de l'associationnisme, etc. C'est la pensée moderne qui a accouché de nos utopies. Et nous le verrons, le libéralisme tel qu'il est aujourd'hui, le néolibéralisme tel qu'il est très loin de l'utopie qui a pu être formulée au XVIIIe siècle par les premiers auteurs libéraux. Et je dirais qu'à de très nombreux égards, le néolibéralisme est autant éloigné du libéralisme des fondateurs au XVIIIe siècle que le stalinisme est éloigné du marxisme. Et donc, à ce titre, le néolibéralisme ou le libéralisme n'est pas plus exempt que le marxisme d'avoir produit en son nom des atrocités manifestes et des atrocités moins visibles, puisque la plupart des atrocités du néolibéralisme, nous ne les subissons pas directement. Nous en subissons, je dirais, les formes les plus épurées à travers les mouvements sociaux, les luttes sociales qui agitent notre pays, mais bien entendu, les plus lourdes atrocités commises au nom du libéralisme et du capitalisme, ce sont dans les pays en développement qu'elles se déroulent et qu'elles sont beaucoup moins visibles à nos yeux. Donc il va falloir faire cet effort-là. Il va falloir faire aussi un gros effort. Je ne sais pas dans quelle disposition d'esprit vous êtes arrivé ce soir. Vous le savez, ça dépend des soirs. Ça dépend de ce que j'ai entendu à la radio en venant, de ce que j'ai lu dans l'après-midi. Je suis plus ou moins défaitiste. Bon, j'essaierai pendant ce soir et la semaine prochaine de ne pas être défaitiste. Bah oui, on est là quand même pour parler d'utopie. Alors, ne partons pas du principe que toutes les utopies sont vouées à l'échec. Non, toutes les utopies ne sont pas vouées à l'échec, et on essaiera de se motiver collectivement pour défendre, non pas des utopies que je vous proposerai, mais défendre l'idée qu'il est encore possible de défendre des utopies. C'est déjà ça, vous voyez, défendre l'idée qu'on pourrait défendre quelque chose. Bon, on vit vraiment dans une période extrêmement complexe, d'autant plus qu'il va falloir faire abstraction du fait que le défaitisme qui peut nous habiter est en grande partie lié à un recul permanent de tout ce qui nous semblait acquis, un défaitisme vis-à-vis de ce que l'on pouvait croire être du progrès, des acquis sociaux, des conditions de vie. Oui, on est en train d'assister à l'effondrement de l'utopie des 30 Glorieuses. Oui. Et on se rend compte que ce qui semblait être le réel, il y a 60 ans, ne serait peut-être qu'une utopie. Nous assistons également, hélas, et plus j'avance en âge, plus je suis obligé de le constater, la réalité correspond de plus en plus au roman de science-fiction que je lisais quand j'étais jeune. Autrement dit, la réalité ressemble de plus en plus aux dystopies qui étaient conçues au même moment qu'émergeaient les grandes utopies des années 60 et 70. Les années 60 et 70 ont généré en même temps de grandes utopies et des dystopies. Et la naissance notamment d'une science-fiction qui se projette dans un futur plus ou moins proche, mais toujours systématiquement sombre et dramatique. Et un grand nombre des éléments forts de ces dystopies, l'homme asservi à la machine, et non pas l'inverse, la destruction de l'environnement, l'épuisement des ressources naturelles, autrement dit, toute cette dystopie fondée sur des projections à partir des éléments qu'avaient les auteurs des années 70, puisque dès les années 70, de nombreux scientifiques annoncent la fin des ressources pétrolières, ça commence déjà à ce moment-là, et donc la nécessité de passer à un monde sans pétrole, les risques qu'il y a à vouloir développer des intelligences artificielles, etc. Tout était déjà là, et là-dessus on construisait tout un tas, on ébauchait tout un tas de scénarios, tous plus sombres les uns que les autres, et une partie de ces scénarios se réalisent. Je ne sais pas si vos enfants, petits-enfants, adolescents lisent ou pas. Ça, c'est la réalisation d'une dystopie que l'on pouvait anticiper il y a de nombreuses années, avec l'abandon de politiques volontaristes de lecture à l'école. On se peut pas lier au développement des nouvelles technologies, de mon point de vue. C'est l'abandon volontaire qu'on a fait de l'apprentissage de la lecture qui conduit à ce que nos enfants ne lisent plus. Et maîtrisent une orthographe et une syntaxe et une grammaire qui sont les leurs, et
qui nous échappent bien souvent. Donc je ne sais pas s'ils lisent des dystopies, mais regardez ce qu'ils vont voir au cinéma, regardez quels sont les plus grands succès au box-office pour les adolescents au cours des 10-15 dernières années. Ce ne sont que des dystopies. Autrement dit, il va falloir faire abstraction du fait que nous n'envisageons pas pour nos enfants un monde au moins aussi bien que le nôtre. Nos parents envisageaient pour nous un avenir plus radieux que le leur. Je pense que mes parents envisageaient pour moi un avenir plus radieux que le leur. Et nous en sommes aujourd'hui réduits à espérer que l'avenir de nos enfants sera au moins aussi bon, ou en tout cas pas trop pire, que celui vers lequel nous sommes en train de nous destiner. Et tout ça pour dire qu'effectivement, il n'est pas évident de venir parler d'utopie ce soir. Et qu'il va falloir faire un effort collectif pour se projeter là-dedans. Alors, les discours qui visent à disqualifier les utopies sont eux-mêmes porteurs de nombreuses contradictions. Si on dit qu'une utopie s'oppose au réalisme, cela suppose que le réel peut nous être révélé. Or, l'idée que le réel puisse nous être révélé est une illusion. Le réel ne nous apparaît à chacun qu'à travers un prisme qui est d'abord le nôtre, propre, celui que nous avons élaboré à partir d'une structure familiale, d'une éducation, d'un parcours scolaire, un prisme qui en même temps est, vous le savez, fortement influencé par les informations, les connaissances que l'on porte à notre savoir, à notre capacité à traiter des informations. Nous le savons tous, chaque représentation de la réalité est relative. Elle est relative à ce que nous sommes chacun d'entre nous. Et en même temps, il y a une construction sociale globale de ce qu'est le réel et de la manière dont on peut agir sur ce réel. Et l'élite, les élites, le maintien de l'ordre établi suppose la construction permanente d'une représentation commune du réel qui nous conduirait à accepter, par exemple, la difficulté à changer, l'idée que transformer le réel relèverait de l'utopie, etc. Or, et ça c'est la première contradiction des disqualifications de l'utopie en tant qu'elle ne serait pas conforme au réel, les utopies sont tout autant conformes au réel que la représentation que nous avons du réel l'est. Je sais, c'était une phrase un peu confuse qui ressemble plus à une phrase de philosophe que d'économiste, mais tel est le cas. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une représentation du réel qui soit plus légitime qu'une autre. Ça, c'est la première chose. Deuxième contradiction qui, là, est plus importante et plus fondamentale. Les disqualifications de l'utopie renvoient nécessairement, puisque les utopies se projettent dans le futur, les processus de disqualification renvoient à un irréalisme de cette projection dans le futur. L'utopie ne peut pas se réaliser ni maintenant ni plus tard. Ce qui veut donc dire que les discours qui se veulent réalistes nous expliquent qu'eux savent ce que sera le futur. Autrement dit, comment pouvons-nous accepter la disqualification des utopies au nom de leur irréalisme, en défendant nous-mêmes un réalisme mais qui nous conduirait à affirmer que nous connaissons le futur? C'est de mon point de vue une contradiction extrêmement forte des logiques de disqualification des utopies. Sauf si, bien entendu, on s'en réfère à la science pour se projeter dans le futur. De fait, aucune science sérieuse ne se projette dans le futur. Lorsque la science se projette dans le futur, elle élabore des scénarios. Vous le savez tous, on y est confronté tous les ans et maintenant tous les 6 mois. Le GIEC, le Groupement international d'études du climat, produit des projections scientifiques rigoureuses et nous explique en même temps que malgré tous les instruments scientifiques développés au cours des dizaines et des dizaines d'années depuis qu'on fait de la recherche sur le climat, ces projections sont toutes autant réalistes les unes que les autres, elles ont toutes les mêmes niveaux de probabilité, nous ne savons pas vers quoi nous allons, enfin si, nous savons que nous allons vers une catastrophe, nous ne savons pas si elle sera plus ou moins rapide, à quelle échéance elle va arriver, etc. Mais je veux dire par là que la science elle-même ne se risque pas à prédire ce que sera le futur. Donc, les utopies ne sont pas disqualifiables en tant qu'elles ne seraient pas conformes à la représentation qu'on pourrait se faire du futur. Mais surtout, ce à quoi nous renvoie fondamentalement la disqualification des utopies, c'est la question de savoir qui peut être porteur
d'une représentation du réel qui peut être porteur d'une représentation du futur. Autrement dit, qui peut être porteur de l'ordre établi, d'un discours légitime sur le réel et sur le futur, ce discours légitime qui nous explique par exemple qu'il faut réformer les retraites, qu'il faut supprimer la fonction publique, qu'il faut accepter la privatisation de l'enseignement supérieur, puis bientôt de l'enseignement en général, de l'hôpital, des transports, etc. Qui peut être porteur de ce discours? On le sait, il est clairement établi, c'est une élite qui sort d'un ensemble de formations dont on a d'ailleurs débattu au mois de décembre, si je me souviens bien, à propos de l'enseignement supérieur, la manière dont l'enseignement supérieur produit des élites qui elles-mêmes produisent la destruction de l'enseignement supérieur de manière paradoxale. Et d'ailleurs, il est assez paradoxal que ce soit des grands serviteurs de l'État qui sont tous sortis des grandes écoles de l'administration et de la fonction publique qui aujourd'hui sapent l'État et la fonction publique. Donc d'un côté cette légitimité, et de l'autre, qui peut être légitime aujourd'hui pour porter des utopies, pour porter un discours revendicatif. On le voit aujourd'hui, la manière dont s'organise le débat politique face à la contestation, c'est d'un côté le discours réaliste, raisonnable, de l'autre l'utopie, et quand on veut disqualifier encore plus loin l'utopie, on la qualifie de populisme. Autrement dit, aujourd'hui, ceux qui critiquent l'ordre établi sont renvoyés non plus seulement au rang d'utopistes, mais de populistes. Mais je ne rentrerai pas dans cette question-là, qui est une question intéressante pourtant, et la manière dont du coup, aussi bien l'extrême droite que l'extrême gauche se retrouvent acculés face à ces accusations de populisme et finissent par endosser et revendiquer cette posture populiste. Mais ce n'est pas le sujet de ce que je raconterai ce soir, même si on pourra y revenir éventuellement, en tout cas la semaine prochaine, dans les questions que vous pourrez avoir. Longtemps, les utopies ont été portées par des intellectuels. Longtemps, les utopies ont été portées par des gens savants, formés par l'université, par les grandes écoles. Des sachants, des intellectuels qui pour autant ne maîtrisaient pas les populations, les masses, le peuple, qui ne les maîtrisaient pas, qui essayaient d'être au contact et de penser, souvent au contact des populations, des possibilités de changement. Or, l'impression dominante aujourd'hui, c'est que les élites nous ont trahis. Et on voit bien du coup comment un discours anti-élite a pu se développer au cours des 10 dernières années. Mais on sait tous, ça a commencé, pour ceux qui ont une mémoire longue, quand je dis longue, ça remonte à pas longtemps, mais ça remonte à 1995. On sait que le référendum sur le projet de constitution européenne a été un grand moment de rupture avec les élites, puisque toutes les élites, quasi uniformément, venaient nous expliquer matin, midi et soir sur toutes les ondes de télé et de radio que nous étions dans le faux, que nous nous trompions, que rejeter le projet de constitution européenne était une erreur historique, ça faisait preuve d'irréalisme, d'irresponsabilité. Vous voyez, on est toujours dans la même mobilisation du même champ lexical pour disqualifier ça. Et cette rupture avec les élites, elle est grave, parce que les élites qui, autrefois, ont pu penser des utopies, et je vais vous parler d'auteurs qui, au XVIIIe, au XIXe siècle, étaient ce qu'on peut appeler des petits bourgeois. Marx lui-même n'aurait pas survécu sans le petit bourgeois Engels, fils d'industriel, qui lui a permis de vivre sans travailler, sans avoir à dépenser sa force productive sur des chaînes d'ateliers dont il expliquait les conséquences néfastes. Donc, oui, des utopies porteuses de transformations radicales dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Rousseau, par exemple, et on y reviendra sur Rousseau. Ces élites aujourd'hui semblent, qui autrefois ont pu être porteuses d'utopie, ont pu être aux côtés du peuple, donc à nos côtés. Alors je dis à nos côtés, oui, je suis entre deux, avec ma posture d'universitaire forcément. Je suis entre deux, je suis universitaire, ne venant pas d'un milieu universitaire, ne venant pas des classes moyennes supérieures. Donc, je suis entre deux. Et comme beaucoup de gens entre deux, souvent je me cherche, oui, je m'interroge sur mes appartenances, mais force est de constater qu'aujourd'hui, les élites qui ont pu autrefois accompagner le peuple en ont aujourd'hui peur. Elles s'en méfient, elles s'en défient, elles en ont peur, et les élites sont aujourd'hui les premières à réclamer que l'ordre soit rétabli, y compris par la force et l'utilisation
je le rappelle, d'outils de maintien de l'ordre qui sont remis en cause au niveau européen, et dans de très nombreux pays européens. Et cette peur des élites, cette peur de la population, se traduit mécaniquement par une peur de toutes les occasions qu'a le peuple de s'exprimer, par les urnes, dans la rue. Et du coup, il y a aujourd'hui très clairement une haine de la démocratie qui s'exprime. Et là, je vais prendre un exemple, comme vous le savez, j'aime bien en prendre, d'une écoute radio récente, il y a quelques jours, là, dans la matinale de France Culture. Il y avait un historien, je ne sais plus de quoi il venait parler d'un truc du XVIe, XVIIe siècle. Mais il a été interrogé sur la situation actuelle et sur les violences. On interroge sur les violences. Comme si toutes les violences qui sont commises aujourd'hui dans la rue pendant les manifestations étaient toutes de même nature. On parle des violences commises par les gilets jaunes. En même temps, de temps en temps, on vient à la raison, on dit bon, en même temps, ce sont des cortèges dans lesquels, que veut dire être gilet jaune, machin. Bon, je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est qu'un gilet jaune. Hein. Je lis quelques travaux faits par des collègues sociologues, politistes, qui sont allés sur des ronds-points, qui ont fait des enquêtes, qui ont montré, non pas en général, mais sur les ronds-points sur lesquels ils étaient, que par exemple, il y avait plus de gens de gauche que de droite, que les postures racistes, antisémites n'étaient pas évoquées dans les enquêtes qu'ils faisaient, etc. Enfin bref. Donc cet historien interrogé sur les violences actuelles a formulé très naturellement, hein. Ça lui est venu tout de suite, il n'a pas hésité. Voilà ce que c'est lorsqu'on laisse parler la populace. Ça veut tout dire. Qui dit ça à la cafette, avec ses collègues, pourquoi pas? Qu'ils le disent après un repas arrosé en famille, pourquoi pas? Mais qu'ils n'hésitent pas à tenir ces propos-là sur une radio de service public à l'heure d'un des pics d'audience de cette radio, montre bien le climat dans lequel on est. On est dans un climat où des intellectuels, des gens formés, sachants, viennent clairement exprimer qu'il ne faut pas laisser la populace s'exprimer. C'est très inquiétant cette haine de la démocratie. C'est très inquiétant parce qu'on verra que c'est une haine qui, du coup, est une haine du peuple, avec une définition très confuse du peuple. Mais ici, on le voit bien, cette définition, ce qui va marquer une démarcation dans la société, hein, voilà, quand on laisse parler la populace, on voit qu'il y a très clairement un fossé qui se creuse entre des élites sachants, qui elles savent ce qu'il faut faire, ce qu'est le réel, ce qu'est le monde, comment il faut agir, comment il faut le transformer, et puis une population qui n'aurait qu'à subir ce réel, et qui en aucun cas n'est apte, ni apte ni légitime à formuler une conception alternative au réel tel qu'il est. Et je dirais que cette haine de la démocratie, portée par les élites, et en tout cas, c'est ma représentation, c'est mon point de vue, hein, vous savez, hein, je n'avance pas en exprimant des arguments qui seraient justifiés par une science légitimée, etc. Ce n'est qu'un point de vue, souvent argumenté par des réflexions, des lectures, mais qui pourraient être contredit, argumenté autrement, parce que forcément, le réel étant tellement complexe, chacun d'entre nous ne peut aborder qu'une partie du réel. Et forcément, quand on aborde une partie du réel, quand on va le critiquer, quand on va essayer de l'analyser, de le critiquer, de proposer autre chose, il se trouve toujours quelqu'un pour nous dire « mais non, le réel, c'est autre chose. Donc, ce que tu racontes est irréaliste. » On est tous confrontés à ça. Et quand je dis tous, c'est non seulement nous, dans notre exercice quotidien de parole citoyenne, mais c'est aussi nous, les chercheurs, lorsqu'on fait de la recherche, et ben oui, nos recherches ne nous permettent pas de saisir l'ensemble de la complexité du réel. Et systématiquement, notre représentation, même si elle est étayée, même si elle est argumentée, n'est qu'une représentation du réel qui n'est pas toujours plus légitime qu'une autre. Et donc mon point de vue, c'est que cette haine de la démocratie est bien plus dangereuse pour l'ordre social, pour l'équilibre social, que l'expression dans la rue, même violente, d'un refus du système. Parce que cette expression, même violente d'un refus du système, relève, qu'on le veuille ou non, d'un échec de la démocratie. Lorsqu'on arrive à un stade où le seul moyen d'expression, c'est la violence, lorsqu'on arrive dans une situation où la manifestation, cette violence, est organisée aussi bien par la base que par le pouvoir qui y répond, on le sait par exemple, je ne sais pas si vous vous intéressez plus en détail à ce mouvement des Gilets jaunes, mais tous les mouvements et toutes les manifestations de Gilets jaunes ne donnent pas lieu, partout en France, au même débordement de violence.
la violence se manifeste dans certains endroits très précis, dans lesquels on a mis en place des politiques de maintien de l'ordre qui ne sont pas du tout les mêmes qu'ailleurs en France. Regardez par exemple un bastion fort de la contestation, c'est la région bordelaise. Est-ce que vous avez entendu parler dans les médias de manifestations violentes dans la région bordelaise? Non. Parce que les préfectures, les maires, les différents dispositifs de sécurité qui ont été mis en place sont différents. Et il y a un dialogue permanent des élus avec les manifestants. C'est là où il y a rupture de dialogue qu'on assiste à de la violence. Alors bien entendu, c'est une généralité que je fais ici. Bien entendu, il y a aussi dans les manifestations des gens qui viennent littéralement pour affronter les forces de l'ordre, quelle que soit leur motivation, qui sont là pour manifester d'une manière ou d'une autre une exacerbation, une violence. Je ne cherche pas ici à légitimer, hein, c'est toute la complexité. Regardez, dès que les sociologues, les politistes essayent d'expliquer ce qui est en train de se passer, on les taxe très régulièrement du coup de légitimer, hein, de justifier. Non, on ne justifie pas, on essaye d'expliquer. Et je pense que la haine de la démocratie manifestée par les élites, le rejet systématique de toutes les formes de contestation de l'ordre, le rejet systématique depuis plus de 20 ans de toute proposition d'alternative, le rejet de toute utopie depuis plus de 20 ans, est la première cause de violence sociale aujourd'hui. Bien plus que la démocratie elle-même, etc. Et ce qui me semble extrêmement grave dans ce mouvement général, c'est que nous sommes en train de remettre en question fondamentalement ce qui fait notre socle social fondamental, c'est-à-dire les principes issus des Lumières, voilà, pour le dire simplement, et notre croyance dans une organisation sociale que nous appelons démocratie, démocratie républicaine ou république démocratique, etc. Et ce que je vais donc vous proposer, après cette longue introduction qui me semblait nécessaire, hein, pour baliser un petit peu le champ miné dans lequel nous allons avancer pendant ces deux séances, je vous propose de revenir justement sur la pensée moderne et d'essayer de comprendre comment la pensée moderne a accouché des principales utopies auxquelles nous nous référons encore aujourd'hui. J'ai évoqué tout à l'heure le socialisme, le communisme, l'associationnisme, le libéralisme, mais je dirais que il y a une utopie fondamentale qui a émergé pendant les Lumières et que nous avons longtemps cru ne pas être une utopie. Ce que nous avons pensé, en tout cas c'est ce que je crois, je pense a priori, c'est un a priori qui est peut-être totalement erroné. Je pense que nous avons tous ici en partage l'idée que cette utopie s'est réalisée au cours des 19e et 20e siècles, et plus précisément que cette utopie s'est réalisée après la Seconde Guerre mondiale. C'est l'utopie d'une organisation sociale fondée sur une forme de contrat incarné par un État protecteur, ce qu'on appelle l'État-providence, qui cherche à limiter les inégalités, à réduire les effets de ces inégalités, à faire accéder le maximum de gens à ce qu'on appelle encore parfois le progrès. Et cette utopie que nous avons en partage, c'est l'utopie du contrat social républicain, et nous le savons tous, nous l'avons hérité de Jean-Jacques Rousseau. Et donc je dirais que cette utopie fondamentale, elle émerge, et elle est caractéristique de la pensée des Lumières. Donc je vais revenir sur cette période qui a littéralement accouché de ce que nous sommes aujourd'hui, de la manière dont nous nous représentons le monde, même si nos représentations du monde ne sont pas systématiquement les mêmes, même si nos représentations du monde peuvent être opposées, parfois contradictoires. Nous avons tous, nous le savons, dans notre vie, dans notre vivre ensemble, nous pouvons avoir de fortes dissensions sur les valeurs, sur ce qu'est le bien, le mal, etc. Mais nous avons normalement en héritage commun l'idée que malgré toutes ces dissensions, il nous est possible de vivre ensemble grâce au contrat social. Et ça, c'est notre utopie fondatrice. Alors on va revenir sur ses racines connues et à la philosophie des Lumières. Pourquoi je reviens là-dessus? Bon, parce que c'est évident, c'est là que naissent les utopies. Et les principales utopies dont nous débattons encore aujourd'hui naissent à ce moment-là. Mais surtout pour rappeler que, et ça c'est quelque chose que je fais régulièrement avec les étudiants, rappeler que la manière dont nous concevons le monde,
par exemple, la manière dont nous concevons comme évidente la suprématie de la démocratie sur d'une organisation sociale dans laquelle chacun d'entre nous est censé avoir en égalité et en partage un ensemble de droits, de devoirs, l'idée que chaque homme ou femme compte autant que chaque autre homme ou femme, qu'un homme, une femme, une voix, etc. Qu'il nous est possible de nous exprimer, autrement dit d'avoir une forme de liberté d'expression, qui peut être aussi une liberté de choisir la vie que nous désirons mener, etc. Bien entendu, nous savons tous que cet espace de liberté est plus ou moins restreint, plus ou moins développé, mais nous avons tous en commun l'idée que, oui, le monde tel que nous le concevons, en tout cas le monde idéal, est un monde démocratique, républicain, qui défend la liberté des individus. Or, j'aime à rappeler aux étudiants que, au-delà du fait que la plupart d'entre eux contestent la réalité de cette égalité démocratique dans nos sociétés contemporaines, et je comprends qu'ils remettent en question ce socle égalitaire, d'égalité de droit, qui devrait être au cœur de la démocratie, lorsqu'on voit, effectivement, et on en reviendra, le creusement des inégalités au cours des 20 dernières années. Et c'est ça qui marque le plus, finalement, la rupture entre les élites et le reste de la population. Je comprends qu'on remette aujourd'hui en question la réalisation de cette utopie, mais surtout, j'insiste auprès des étudiants pour leur rappeler que il n'est pas toujours allé de soi dans l'histoire que de penser ainsi. Et il est toujours important de rappeler, bien entendu, aux générations qui viennent que ce qu'elles ont n'est pas un acquis, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, mais que cet acquis, quand on parle des acquis, qu'on vient remettre en question et qu'on ne voudrait pas remettre en question, on voit bien comment aujourd'hui, au-delà de la question des retraites, des statuts des fonctionnaires, etc., ce sont des acquis bien plus fondamentaux qu'on est en train de remettre en question, qui sont des acquis démocratiques. Et de rappeler qu'on n'a pas toujours pensé ainsi. Et de rappeler donc que la démocratie a été présentée comme une utopie et par les penseurs du XVIIe et du XVIIIe siècle, voire même du XIXe siècle. Et qu'il y a eu des interrogations et des débats permanents autour de ce qu'est la démocratie. Et j'aime à rappeler aux étudiants que pour pouvoir penser la démocratie, pour pouvoir penser la République, le contrat social, autant d'idées, de concepts qui nous sont plus ou moins chers, mais en tout cas, encore une fois, que nous avons en partage, il faut d'abord penser l'individu. Il va de soi pour chacun d'entre nous que nous sommes des individus. Et ça, c'est un effort considérable que je demande chaque année à mes étudiants de faire. Essayez d'imaginer un monde dans lequel l'individu n'existerait pas. C'est très complexe de penser un monde dans lequel l'individu n'existerait pas, puisque nous existerions en tant qu'être humain vivant. Mais j'essaye de leur expliquer qu'il fut un temps où ce que nous appelons individu, c'est-à-dire nous-mêmes existants en tant qu'être autonome, qui se définit par lui-même, le véritable sens de l'autonomie, c'est-à-dire qui se définit en dehors de tout contexte social. Cette idée donc que nous existerions en tant qu'être autonome, indépendamment des contingences, de notre couleur de peau, de notre sexe, de nos orientations sexuelles, de notre naissance, etc. Notre capacité à penser notre universalité, notre commune humanité, est quelque chose d'extrêmement récent dans l'histoire. Et c'est également quelque chose qui n'est pas partagé par toutes les civilisations dans le monde encore aujourd'hui. Ce qui veut dire que nous nous pensions comme des individus, c'est-à-dire que nous nous pensions comme des êtres capables de penser par eux-mêmes, de revendiquer leur autonomie, leur liberté, leur responsabilité, ne va pas de soi dans l'histoire. Et cela pourrait donc être remis en question. Et je dirais qu'à bien des égards, et peut-être que je vais du coup vous heurter et on va y revenir, l'individualisme est une grande utopie qui ne s'est toujours pas réalisée. Et j'y reviendrai parce que du coup nous avons aujourd'hui une vision très négative, en règle générale, de l'individualisme. Or, penser l'individu et défendre l'individualisme a été très longtemps une utopie très différente de ce qu'est l'individualisme aujourd'hui. Et c'est pour ça que je reviens à ces racines de la pensée moderne, pour revenir à la forme utopique de l'individu et de l'individualisme. Pour dire les choses simplement, c'est un anthropologue, Louis Dumont, qui définit très simplement, alors Louis Dumont est mort, mais il a principalement écrit dans les années 80 une série d'ouvrages marquants, pour on va dire,
les débats intellectuels français, et j'y reviendrai, donc c'est un nom que je réutiliserai la semaine prochaine. J'y reviendrai. Mais Louis Dumont a très simplement défini les choses en étudiant les sociétés de caste en Inde. Et Dumont explique que ce qu'on appelle une société de caste, dans notre compréhension que nous en avons, c'est une société dans laquelle, vous le savez, chaque être humain, homme ou femme, n'a pas les mêmes droits et les mêmes libertés suivant la caste dans laquelle il naît. Ça ne veut pas dire qu'on reconnaît des inégalités entre les individus. Cela veut dire tout simplement qu'on ne pense pas l'individu. Si les gens des basses castes n'ont pas les mêmes droits et devoirs que les gens des hautes castes, c'est tout simplement parce qu'ils ne seraient pas d'une nature commune. Et c'est donc très important d'avoir en tête que c'est ce que Dumont va appeler le holisme. La conception holiste de la société est une société dans laquelle chacun se définit par la place qu'il a dans la société. Autrement dit, chacun n'existe pas de manière autonome, il ne se définit pas lui-même en disant « je suis Benoît Prévost, né de tels parents, voilà quelles sont mes aspirations, mes machins, etc. » Non, je suis d'abord et avant tout défini par la fonction sociale que j'occupe et qui elle-même, cette fonction sociale, est déterminée par la caste dans laquelle je nais. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre parce que les systèmes de caste correspondent en réalité à des systèmes de fonction sociale. Et donc chaque être vivant dans le social est défini par la fonction qu'il remplit. Autrement dit, je suis un orteil, je suis un petit doigt, je suis une oreille, je suis un nez, si on veut faire des métaphores médicales et biologiques. Ce qui veut donc dire que le concept même d'individu n'existe pas. La raison d'être de chacun, ce n'est pas lui-même, c'est l'organisation sociale. Ce qui veut donc dire que dans une société holiste, ma raison d'être n'est pas ma raison propre. Ma raison d'être est déterminée par l'existence du tout, holos en grec, d'où l'idée de holiste, par le tout, par le social. Vous le voyez, et je suppose que vous avez tous en tête l'idée que c'est souvent comme ça aussi dans notre société. Il y a une reproduction sociale, etc. Et c'est ce qui nous montre bien que l'individualisme n'est pas totalement advenu. Et donc, ce qui caractérise les sociétés holistes, c'est une ontologie, excusez-moi du gros mot, peut-être certains d'entre vous fréquentent aussi les cafés philo, donc je me risque à l'utilisation du mot, l'ontologie, on va le dire simplement à cette partie de la philosophie qui s'interroge sur ce qu'est être. L'ontologie holiste ne reconnaît pas l'individu. Il a fallu littéralement dans l'histoire inventer l'individu. Inventer le concept d'un être autonome qui se définit par lui-même, pour lui-même, avant de se définir, enfin d'être défini dans la société, par la société, pour la société. Et ça, cette invention, elle commence chez les Grecs. On commence à voir ça chez les Grecs, mais comme l'explique Dumont, les Grecs, les philosophes grecs pensent l'individu de manière très abstraite. Ils ne le pensent pas dans le social. Puisque dans le social, les Grecs vont penser l'individu citoyen et en même temps l'esclave, qui de fait n'est pas un individu. Donc on commence à avoir chez les Grecs l'idée que l'individu peut constituer un tout pensant, qui exerce sa raison, sa conscience, son libre arbitre, etc. Mais comme l'explique Dumont, il va falloir attendre les Lumières pour que des philosophes, à commencer par Thomas Hobbes, fassent rentrer cet individu dans la conception du social et de l'ordre social. Or, l'introduction de l'individu dans l'ordre social vient totalement bouleverser la manière de se représenter le monde, la manière de se représenter ce qu'est le social. Car de fait, le social ne va plus de soi. Si je pense l'individu comme étant la réalité première d'un point de vue ontologique, si j'explique que l'individu peut se définir en dehors du social, alors j'affirme que le social n'est pas une évidence. Le social, le vivre ensemble, ne nous est pas donné de l'extérieur par des forces métaphysiques. Il ne s'impose pas à nous. Et c'est donc... Ça va, je ne suis pas trop confus. C'est Hobbes, si c'est confus. Et donc, ce qui est important, c'est que, en pensant l'individu comme concept, on va pouvoir littéralement refonder l'ordre social et littéralement opérer une révolution ontologique. Le social n'existe pas en soi, le social est une construction. Une construction faite par qui? Par les individus.
Et c'est ça qui va donner naissance à ce que nous connaissons tous, parce que nous y avons tous été familiarisés pendant notre cursus scolaire, à minima. Nous avons tous entendu parler du contrat social, de Rousseau. Si on est allé, si on a encore des souvenirs qui tiennent sur cette période de l'enseignement de la philo, on sait que Hobbes expliquait que l'homme est un loup pour l'homme, même si la citation n'est pas de lui, que Rousseau voyait l'homme plutôt bon par nature, etc. Mais quoi qu'il en soit, la question que vont poser les philosophes de la modernité, les philosophes des Lumières, c'est comment et pourquoi, enfin pourquoi et comment serions-nous passés d'un état de nature dans lequel il n'y aurait pas de social à un état social. Et la réponse des philosophes des Lumières va être d'expliquer que, en dehors de la société, en dehors de l'organisation sociale, chacun d'entre nous, en tant qu'individu, est d'ores et déjà, je dirais, équipé pour penser le social. Chacun d'entre nous est dépositaire d'une capacité à raisonner. Chacun d'entre nous est dépositaire d'une capacité à produire ce dont il a besoin pour vivre. Chacun d'entre nous est en même temps dépositaire d'une raison qui lui permet de comprendre qu'il a des droits, des droits naturels. Je simplifie. Et donc, dans cet état de nature, les individus vont être capables de concevoir s'ils décident ou non de s'associer. Et du coup, vivre en société va être une association qui passe par l'établissement d'un contrat. Vous vous souvenez tous, je suppose, vaguement, de ce qui est raconté par ces philosophes. On va établir un contrat. Et ici, ce qui est important, c'est que ce contrat est établi par raison. Et on a là quelque chose de fondamental, c'est que nous entrons en société pour diverses raisons, suivant les auteurs. Bien entendu, si on est un auteur comme Hobbes, et comme le seront de nombreux auteurs, qui considèrent que l'état de nature est un état de guerre permanent. Nous nous affrontons tous les uns les autres, nous allons rentrer en société pour faire valoir nos droits, pour défendre déjà notre droit à l'existence, nous protéger contre la violence d'autrui, qui menace directement notre vie, nous protéger contre la menace d'autrui qui menace le fruit de notre travail, etc., etc. Donc nous sommes capables, dans l'état de nature, par l'exercice de notre raison, de concevoir une organisation sociale, des droits, des lois, une organisation institutionnelle qui vont venir garantir nos droits. Et le contrat social est littéralement une utopie. C'est une utopie puisque c'est la construction, finalement, ex nihilo pour tous ces auteurs, d'une représentation idéalisée de la manière dont chacun d'entre nous, en tant qu'individu, serait capable de concevoir l'organisation sociale. Mais en même temps, une utopie qui se veut éclairée par la raison. C'est-à-dire qui se veut éclairée par l'exercice d'un mode de pensée qui progressivement va s'affirmer comme légitime tout au long du XVIIIe siècle. Dans le même temps, vous vous en doutez, affirmer que l'individu est le premier par rapport à la société va nous permettre de défendre l'individualisme non seulement comme conception du social, le social découle de l'individu, mais de défendre aussi l'individualisme comme valeur. Si nous existons en tant qu'individus en dehors de la société, en dehors de l'État, et si c'est en tant qu'individu que nous choisissons, par l'exercice de la raison, de vivre en société et de vivre sous l'autorité d'un État, alors cet État n'a pas de droit légitime, par lui-même et pour lui-même, à nous priver de nos libertés. L'exercice de la raison nous conduit à établir un contrat qui soumet chacun d'entre nous à ce contrat, mais surtout et avant tout, qui soumet l'État à un contrat. L'État n'a plus de raison qui serait la raison d'État et qui serait sa raison à lui. Il n'y a plus qu'une raison collective, exprimée collectivement par des individus. Alors la question fondamentale qui va opposer les philosophes entre eux, du coup, pendant toute cette période des Lumières, c'est ce qu'est l'état de nature. Bien entendu, c'est une fiction, puisque aucun de ces auteurs ne sait ce qu'a été cet état de nature, même si beaucoup de philosophes vont se référer, pour penser l'état de nature, aux nombreuses découvertes qui sont faites à l'occasion des voyages qui sont faits tout autour du monde, la découverte de civilisations dont on ignorait l'existence, de tribus primitives, etc., etc. Et il est intéressant de voir comment les récits des explorateurs vont venir alimenter la représentation des sociétés primitives d'une forme proche de l'état de nature, dans laquelle il n'y a pas encore d'État, il n'y a pas encore d'organisation économique de la production, il n'y a pas encore de monnaie, etc. Et donc il va y avoir toute une réflexion sur quelle est la nature naturelle de l'homme. Par exemple, sommes-nous naturellement des loups les uns pour les autres?
Ou alors sommes-nous naturellement bons par nature? Et parmi les débats qui vont émerger au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle, il y a la question de savoir si nous sommes capables de réguler nos passions. C'est-à-dire que les philosophes des Lumières sont confrontés à l'affirmation que l'individu est un être de raison, et en même temps le constat que nous sommes quand même beaucoup animés par nos passions. Et en même temps, c'est les philosophes des Lumières en reviennent à cette question des passions, c'est parce qu'ils sont en train de remettre en question un ordre établi dans lequel la noblesse et le clergé exercent une violence physique pour la noblesse, morale pour le clergé, afin de contraindre les individus à vivre ensemble. La remise en question de l'ordre établi, c'est non seulement une remise en question, on le voit, de la représentation du monde, en affirmant que l'individu est premier par rapport au social, c'est littéralement une révolution, un renversement du monde. Mais en plus, une révolution dans la manière de concevoir ce qu'est la nature de l'individu. L'Église affirme, jusque-là, jusqu'à cette période du XVIIe, XVIIIe siècle, que l'homme est un être de passion, que ces passions le conduisent à agir de manière déraisonnable et qu'il faut donc exercer un contrôle moral permanent sur l'individu, sur l'homme. Il faut le contraindre à accepter de vivre avec les autres, de vivre paisiblement avec les autres, en respectant les 10 commandements, etc., etc., etc. Autant de commandements qui ne sont pas innés à l'homme. Il faut donc introduire dans l'homme une manière de bien penser, de bien pouvoir vivre avec les autres. Or, c'est ça que vont essayer de rejeter de nombreux auteurs des Lumières. Rejeter l'idée qu'il faudrait une force extérieure pour faire de nous des êtres sociaux et capables de vivre avec les autres. Faire de nous des êtres capables de raison. Et il y a ici un combat très fort qui va se mener. Et j'ai choisi ici 3 auteurs qui marquent bien les différentes étapes de ces débats autour des passions. Le premier, qui est un des auteurs importants pour ce mouvement historique, c'est Spinoza. Spinoza va expliquer que certes, l'homme est agité de passion. Et là, il reprend l'argument qui est celle du discours dominant de l'époque, le discours du clergé, l'homme est un être de passion. Et ce qui est intéressant, c'est que Spinoza va expliquer qu'en même temps que nous sommes agités de passion, notre désir de satisfaire des passions nous oblige à faire des choix. Car l'exercice de la raison, même sous influence de la passion, nous conduit à voir que nous pouvons avoir des passions contradictoires. On ne peut pas avoir, par exemple, en même temps, je veux dire, si on n'est pas bien né, si on n'est pas né avec un héritage, on ne peut pas avoir en même temps la passion du luxe et de la consommation et la passion de la fainéantise. Nous sommes obligés de travailler pour satisfaire notre passion de la consommation et du luxe. Et donc, à travers toute une série de réflexions comme ça, Spinoza m'a montré que nos passions se compensent les unes les autres. Elles sont contradictoires entre elles, et ce qui est important, c'est qu'avec Spinoza va émerger l'idée que finalement, en nous-mêmes, nos passions s'équilibrent. Autrement dit, nos passions ne sont pas contradictoires avec notre capacité à vivre avec les autres, parce que nos passions doivent s'équilibrer. Et ce mouvement d'équilibre des passions va trouver une expression très simple chez Montesquieu. C'est la thèse du doux commerce. Pour simplifier les choses, ma passion de la consommation et de la fainéantise. Si je veux pouvoir les concilier, ça va me conduire, par exemple, à exercer de la violence pour prendre à autrui ce qu'il a produit lui-même. Ben oui, si je n'ai pas d'héritage, si je ne travaille pas, le seul moyen que j'ai d'obtenir de quoi consommer, c'est de le voler. Or, comme le rappelle Montesquieu, alors je vais dire beaucoup plus simplement que Montesquieu le dit lui-même, ce n'est pas les exemples qu'il prend, mais l'exemple simple que j'utilise toujours avec les étudiants, c'est, voilà. Ce que nous explique Montesquieu, c'est quoi? C'est que si le matin je me lève, j'ai pas envie d'aller travailler, j'ai envie de manger un pain au chocolat, je vais à la boulangerie, j'ai donnez-moi un pain au chocolat, on va me demander de la monnaie. Comme je n'ai pas envie de travailler, je n'ai pas de monnaie, la seule solution que j'ai donc d'obtenir ce pain au chocolat, c'est la violence. Or, si je tue ma boulangère, demain, je n'aurai plus de pain au chocolat. Autrement dit, mon désir de satisfaire mes envies, mes besoins, m'oblige à me projeter dans une forme de relation sociale pérenne. Quand j'ai une forme de relation sociale pérenne, au moins qui pérennise la satisfaction de mes besoins. Et comme l'explique très bien Montesquieu, le commerce nous oblige à adopter des mœurs douces. On commerce avec quelqu'un parce qu'on a besoin de ce qu'il produit et qui vient satisfaire nos besoins,
Et tuer cette personne, exercer une violence sur elle, c'est compromettre notre capacité à satisfaire nos besoins, très simplement. Et donc ici, ce qui est important, c'est que tout au long de, je dirais, de la seconde moitié du XVIIe et pendant toute la première moitié du XVIIIe, on va dire les 2 premiers tiers du XVIIIe, va s'affirmer progressivement l'idée que nombre de nos désirs, et de nos désirs les plus banals, c'est-à-dire nos désirs de satisfaction matérielle, parce qu'à ce moment-là, l'Europe est dans une période de croissance économique, de découverte d'un ensemble de développement, de production, etc. Et ce que les philosophes constatent, c'est que qu'est-ce que la nature humaine? C'est finalement un désir permanent de satisfaire nos besoins, de vivre correctement, de manger, de boire, de jouir simplement, certes bassement matériellement, mais comme vont l'expliquer la plupart des philosophes, ces passions bassement matérielles ne sont pas du tout contraires à l'ordre social. Au contraire, ces passions bassement matérielles nous obligent à travailler, à échanger avec les autres, à adopter des comportements relativement pacifiques. Hein, ça va être ça, la thèse du doux commerce de Montesquieu, qui va montrer qu'en plus, ce qui est vrai entre 2 individus est vrai entre 2 nations. 2 nations qui commercent entre elles n'ont aucun intérêt à se faire la guerre, parce que c'est se priver, encore une fois, d'un approvisionnement qu'on trouve dans un pays proche. C'est cette thèse du doux commerce, vous savez, qui sera notamment réactivée au moment de la construction de l'Union européenne, hein, dès les années 50. Et mettre en place un système d'échange, de libre-échange au sein de l'Union européenne, c'est renforcer les solidarités économiques et sociales au sein de l'Union européenne, et donc limiter les raisons de se faire la guerre, littéralement. Donc on a cette vision-là progressive que, finalement, ce sont nos désirs et nos passions matérielles qui dominent notre façon de penser, de concevoir le monde, d'agir, de concevoir nos relations avec les autres. Et finalement, l'idée que ces passions matérielles sont des passions, certes tristes, on va avoir de nombreux philosophes, dont Spinoza, mais qui seront repris après par la suite par des auteurs comme Nietzsche. L'idée finalement que l'homme est agité de passions tristes, hein, effectivement, qui n'ont aucun panache, qui ne sont pas glorieuses. Nous cherchons à satisfaire nos intérêts matériels. Et comme l'explique un intellectuel américain contemporain, Albert Hirschman, on va avoir du coup progressivement une dissociation des passions matérielles, qu'on va appeler l'intérêt, qui vont progressivement être dissociées des autres passions. Tout cela pourquoi? Parce qu'il est important de comprendre comment, dans ce contexte, va émerger le libéralisme économique d'Adam Smith. Et je reviens donc ici à la naissance de ce qu'on pourrait appeler, comme l'a appelé Pierre Rosanvallon, intellectuel, politiste français contemporain, ce que Pierre Rosanvallon a appelé le capitalisme utopique, qui naît avec Adam Smith. Donc, Smith, je le rappelle, hein, donc vous avez les dates ici, 1723-1790, Smith est connu principalement pour un ouvrage qui s'appelle « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations », plus simplement la richesse des nations, qu'il publie en 1776. Auparavant, une vingtaine d'années auparavant, en 1759, Smith avait publié un ouvrage qui s'appelle « La théorie des sentiments moraux ». Paradoxalement, Smith est connu pour la richesse des nations alors qu'il considérait que ce n'était pas son bouquin le plus important. Il considérait que son bouquin le plus important, c'était la théorie des sentiments moraux. Et ça, c'est quelque chose d'important déjà à garder en tête. Smith se voyait d'abord et avant tout comme un philosophe, avant de se voir comme un économiste. Et il pensait que l'économie venait renseigner le philosophe, hein, faire acquérir un ensemble de connaissances du monde réel qui lui permettait de mieux aborder ces questions philosophiques. Ce qu'on sait tous, ou la plupart d'entre nous, d'Adam Smith, l'idée, je dirais l'idée qui en est, l'image qui en est le plus communément véhiculée, bon, bien entendu, mais je dis a priori, vous êtes un public plus sensible à des médias dans lesquels on peut parler de temps en temps d'Adam Smith, hein, bien entendu. Même si, rassurez-vous, c'est pas un problème si vous n'en avez jamais entendu parler. Smith est connu pour la métaphore de la main invisible. Donc c'est régulièrement pour cette raison qu'il est invoqué. La métaphore de la main invisible est utilisée par Adam Smith pour expliquer que la poursuite de notre intérêt individuel conduit à l'intérêt général. Et de fait, aujourd'hui encore, de très nombreux auteurs se réfèrent très régulièrement à Adam Smith. Un auteur montpelliérain, très critique, hein, par exemple, Claude Michelat,
a écrit un ouvrage qui s'appelle L'impasse Adam Smith, hein, qui est d'ailleurs le bouquin qui a commencé à le faire connaître du grand public. Enfin, quand je dis du grand public, on s'entend. Hein. Donc Adam Smith est très souvent cité par les critiques du libéralisme, tout autant qu'il est cité par les défenseurs du libéralisme. C'est un auteur qui a un drôle de destin, hein, dans l'histoire des idées. Adam Smith, c'est soit le père fondateur pour les libéraux, soit les racines du mal pour les critiques de gauche. C'est peut-être l'un des auteurs les plus cités et proportionnellement les moins lus de l'histoire des idées. Un peu comme Darwin. On a tous une idée de ce que racontait Darwin. Qui d'entre nous ici a lu Darwin? Peu, je suppose. Je ne dis pas aucun, hein. Peut-être que certains d'entre vous ont lu Darwin. Moi-même, je ne l'ai pas lu. Donc, quand je parle de Darwin, je parle de quelque chose que je ne connais pas, ou que je connais par oui-dire. Bon, Adam Smith, je connais un peu plus. Je me suis tapé tous ses bouquins, les bouquins publiés, plus les bouquins non publiés, les recueils de notes prises par des étudiants pendant ses cours, etc. etc. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à Adam Smith, j'étais dans la même démarche qu'un Claude Michéa. Je me disais, j'étais jeune à l'époque, de gauche, je suis plus jeune, je suis encore de gauche, je l'avoue, et je suis allé lire Smith justement pour trouver les racines du mal. Et j'étais très surpris par ce que j'ai trouvé chez Smith. J'étais très surpris d'y trouver effectivement une description du libéralisme très éloignée de ce qu'est le libéralisme aujourd'hui. Et ça a définitivement déterminé ma trajectoire, hein, de chercheur et d'intellectuel. Je me suis dit, mais finalement, peut-être qu'un des meilleurs moyens de critiquer le libéralisme, aujourd'hui, c'est de montrer à quel point il est éloigné de l'utopie libérale originelle. C'est-à-dire montrer à quel point les auteurs que revendiquent aujourd'hui les libéraux seraient peut-être aujourd'hui, je dis peut-être, je ne sais pas ce que serait Smith aujourd'hui, ce qu'il penserait du monde dans lequel on vit. Mais quand on voit la manière dont il décrit sa propre époque, on peut imaginer qu'il serait extrêmement acerbe sur la période actuelle. Et notamment, quand je dis acerbe, il serait extrêmement critique des comportements adoptés par les élites et les classes dominantes. Il y verrait quelque chose de très dangereux pour l'équilibre sociétal et pour la dynamique de notre civilisation. Et donc je pense que Smith est un auteur aujourd'hui extrêmement puissant pour critiquer le libéralisme. Et Smith incarne en même temps la manière dont, une trajectoire intellectuelle de l'histoire des idées très intéressante. Alors, première chose importante, pour décrire l'utopie marchande. Smith rejette les théories contractualistes. Et ça, c'est quelque chose de très important à avoir en tête. Smith est l'un des premiers philosophes de l'histoire. Il rejette l'idée qu'il puisse y avoir quelque part un contrat social rédigé que certains d'entre nous, de nos ancêtres, auraient pu signer. Bien entendu, il dit ça sous le ton de la blague, mais plus précisément, Smith a autre chose en tête. Smith explique que penser l'état de nature suppose à penser une sorte d'état asocial, sans organisation sociale. Or, comme le dit Smith, une famille, même élargie, une tribu, est une société. C'est une société organisée avec un ensemble de codes, de règles, et comme le dit Smith, aucun d'entre nous n'est jamais né en dehors d'une organisation sociale, même si cette organisation sociale est réduite à la portion congrue que peut former un couple reproducteur. Autrement dit, comme l'explique Smith, penser le contrat social supposerait que nous aurions une nature asociale, en dehors du social, et que nous saurions penser une nature sociale. Or, pour Smith, notre nature est fondamentalement sociale. Nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes des êtres sociaux. Et comme le dit Smith, si nous sommes des êtres sociaux, mécaniquement, nous sommes aussi des êtres sociables. Nous naissons en société, et la société fait de nous des individus aptes à vivre en société. Autrement dit, chacun d'entre nous est construit dès son plus jeune âge, construit par des interactions avec sa famille, avec sa tribu, avec son village, avec sa classe, sa corporation, etc. Nous sommes tous construits, quels que soient les temps historiques, nous sommes construits par des interactions sociales. Et ici, on a quelque chose de très important parce que ça va permettre à Smith d'affirmer que la question n'est pas de savoir quelle est notre nature naturelle. La question n'est pas de savoir si nous sommes égoïstes, bassement matérialistes, ou au contraire généreux, attirés par la culture. La question n'est pas de savoir si l'homme est un loup pour l'homme, ou si l'homme est bon par nature. La question est de savoir dans quelle mesure l'organisation sociale nous conduit à adopter des comportements plus ou moins égoïstes,
plus ou moins généreux, plus ou moins bassement matériel, plus ou moins cultivé, plus ou moins etc. Et là, on a quelque chose de très important parce que Smith va expliquer que l'idée du contrat social nous renverrait au fait que nous construisions la société en faisant abstraction du fait que la société nous construit. Et ce que Smith va donc expliquer, c'est que ce que nous sommes dépend des conditions sociales. Et là, bien entendu, Smith va essayer d'imaginer des conditions sociales qui nous permettraient éventuellement d'être les meilleurs possibles, mais ce n'est pas tant son objet que ça. L'objet de Smith, l'objet de sa réflexion, c'est de se dire quelle serait une société dans laquelle chacun d'entre nous ne serait effectivement, comme le racontent les philosophes depuis le XVIIe siècle, que serait une société dans laquelle nous serions tous de fiefs égoïstes intéressés par des avantages bassement matériels. Que serions-nous si nous n'étions finalement que ce qu'on pourrait appeler l'hypothèse du pire? Que serions-nous si nous n'étions que des hommes d'affaires, comme le dit Smith? Que serions-nous si nous n'étions que des commerçants, dont le seul objectif est de gagner de l'argent pour gagner de l'argent? Et en posant cette question, Smith pose une question qu'Aristote lui-même posait. Aristote expliquant qu'une société dans laquelle nous serions agités par l'appétit du gain commercial serait une société dans laquelle chacun d'entre nous serait progressivement éloigné et diverti de ses fonctions sociales et politiques. S'il y a des esclaves dans la cité grecque, c'est parce que le citoyen ne peut pas en même temps se consacrer à la vie politique et travailler. Il lui faut donc des esclaves pour travailler. Le citoyen ne peut pas non plus faire du commerce parce que le commerce est une activité qui n'a pas de fin. Lorsqu'on fait du commerce pur, dans lequel nous échangeons quelque chose que nous avons produit contre de l'argent pour acheter autre chose. Comme le dit Aristote, cette forme de crématistique s'arrête immédiatement après que nous avons satisfait nos besoins. Je produis quelque chose, je le vends, j'ai de l'argent, j'achète quelque chose qui satisfait mes besoins. Mais comme l'explique Smith, la crématistique commerciale consiste non pas à avoir des marchandises que l'on vend contre de la monnaie pour acheter des marchandises. La crématistique commerciale consiste à utiliser de la monnaie pour acheter des marchandises pour les revendre contre de la monnaie. Et comme l'explique Aristote, cette accumulation de monnaie est sans fin. Or, le citoyen qui se livrerait au commerce se livrerait à une activité qui n'a pas de limite et qui donc viendrait empiéter sur son temps de citoyen et sur la vie de la cité. Et c'est pour ça que Aristote explique que ni celui qui travaille, l'esclave, ne peut être citoyen, ni celui qui fait du commerce ne peut appartenir à la cité. Donc Smith, qui est extrêmement cultivé, qui a beaucoup lu les philosophes grecs, notamment les stoïciens, sait qu'il y a cette question fondamentale à résoudre. Que serait une société dans laquelle nous serions tous des commerçants? Et ici, ce qui est intéressant, c'est que Smith va faire donc l'hypothèse du pire. Et il va le dire. Sa thèse va être relativement simple. Cette société serait une société triste, sans art, sans culture, sans religion, sans créativité, sans rien. Mais pour autant, cette société serait une société ordonnée. Et là, il faut bien avoir en tête comment Smith va concevoir l'utopie libérale. Ce que Smith va affirmer, c'est que, et il ne le croit pas, mais même si nous n'étions que des égoïstes, animés par des intérêts matériels, pour autant, il n'y aurait aucune raison de nous priver de nos libertés au nom de l'ordre social. Et ça, Smith va l'expliquer, il va le démontrer à travers les règles de l'échange, comment l'offre et la demande déterminent des prix, etc. C'est ça son objectif. Son objectif, c'est de montrer que il n'y a aucune raison pour qu'on exerce sur nous, sur chacun d'entre nous, une violence physique ou morale pour nous contraindre à vivre librement et de manière ordonnée avec les autres. Et c'est ça l'utopie libérale. C'est essayer de concevoir une société dans laquelle nous n'avons pas à juger les valeurs morales d'autrui, une société dans laquelle chacun d'entre nous peut, s'il le souhaite, être égoïste ou altruiste, mais sans que pour autant, ni cet égoïsme ni cet altruisme ne nous privent ni ne privent les autres de leur propre liberté. Et il faut donc avoir en tête que Smith va formuler l'hypothèse du pire pour défendre une utopie extrêmement forte à l'époque. C'est défendre l'idée que chacun d'entre nous peut être libre. Mais attention, cette utopie libérale suppose des conditions d'organisation du commerce extrêmement rigoureuses.
Cela suppose une organisation du commerce qui correspond à ce que les économistes vont formaliser progressivement, c'est-à-dire les hypothèses de la concurrence pure et parfaite. Je ne vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans plusieurs conférences, mais l'idée de la concurrence pure et parfaite, c'est quoi? C'est d'imaginer que dans l'échange, aucun d'entre nous ne peut, à lui seul, déterminer le niveau des prix. Aucun agent n'est plus puissant que les autres et suffisamment puissant pour influencer le niveau de formation des prix. Donc, autrement dit, vous vous en doutez, la concurrence pure et parfaite est une forme idéale d'échange qui n'existe pas dans la réalité. C'est une utopie. Et c'est une utopie, et c'est pour ça que je reviens à quelque chose d'essentiel, c'est une utopie qui naît à ce moment-là, et qui est l'utopie, par exemple, qui conduit à la construction, à l'élaboration de l'Union européenne et des traités européens. Et à l'affirmation que plus de concurrence nous permettra de vivre en paix entre peuples européens, et qu'en même temps, on peut mettre en place un ensemble de lois qui nous rapprochent le plus possible de cet idéal de la concurrence. L'idéal de la concurrence, c'est une situation dans laquelle personne ne m'oblige à acheter des tomates si je n'ai pas envie d'en acheter. Si je n'ai pas envie de payer 3 € le kilo des tomates, je n'en achète pas, je suis libre. Alors vous me direz, mais il y a bien un moment où il faut que je mange. Oui, ben, les libéraux nous diront qu'en même temps, on est tous obligés de manger. C'est notre condition humaine. Donc on ne peut pas réclamer comme principe de liberté qu'on ne soit pas obligé de manger. Oui, on est obligé de manger. Donc on fait tous avec la rareté des ressources, et face à la rareté des ressources, l'idée c'est d'être dans la société la plus libre d'échange, la plus libre possible. Mais ici, gardons bien l'idée, ce qui est formulé à ce moment-là, c'est concevoir l'organisation sociale idéale qui corresponde à ce que nous pourrions être de pire. Ce que nous pourrions être de pire, c'est des individus purement égoïstes et matériellement intéressés, et en même temps concevoir une société idéale qui nous permettrait néanmoins de vivre ensemble. C'est ça l'utopie libérale. Et cette utopie libérale, elle a animé non seulement des auteurs comme Smith à la fin du XVIIIe, mais elle va continuer d'animer de très nombreux auteurs pendant tout le XIXe siècle. Et la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est cette utopie est-elle réalisée, peut-elle se réaliser? Et une grande question pour les intellectuels et les chercheurs aujourd'hui, c'est le néolibéralisme aujourd'hui correspond-il à une forme de renouvellement du libéralisme? Absolument pas, et nous y reviendrons la semaine prochaine. Et donc ici, ce qui va être fondamental pour un auteur comme Adam Smith, c'est d'affirmer que nous pouvons penser la liberté de conscience, la liberté de penser, dans un monde utopique, et en même temps, Smith se heurte à une difficulté fondamentale. C'est que pour avoir une société marchande utopique, il faut que chacun soit le propriétaire des fruits de son travail. Pour que cette société fonctionne de manière utopique, il faut que, dans l'échange, pour respecter un principe dit de juste prix, d'égalité dans l'échange, il faut que nous puissions, que chacun produise ce qu'il va échanger sur le marché. Et en fait, Smith est le premier grand auteur à toucher du doigt un problème fondamental de la société capitaliste. Pour que le marché soit juste, il faut que celui qui détient le capital, les outils, celui qui possède in fine la production, soit en même temps celui qui l'a mise en avant. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas celui qui a travaillé qui possède le résultat final de son travail, cela veut dire, comme l'explique Smith, que celui qui a travaillé et produit va devoir partager le résultat de ce travail avec quelqu'un qui n'a pas travaillé. Et qui tire la légitimité de son revenu de la propriété privée. Propriété privée des moyens de production, c'est-à-dire le capital et la terre. Et c'est le rejet de cette propriété privée qui va marquer les utopies du XIXe siècle. Les utopies développées par exemple par Saint-Simon, par Fourier, par Godin. C'est-à-dire qu'en même temps que naît l'utopie libérale, naît presque en même temps la contre-utopie socialiste. Pourquoi? Pour deux grandes raisons. Je me tourne vers vous pour savoir à quelle heure il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête à 8 heures. Il y a Simon de Veille. J'ai jusqu'à quelle heure? La philosophe. Il faut que tout le monde soit parti à 8 heures. Ouais, 20 heures c'est bien. On peut aller jusqu'à 20h10. Vous pouvez voir, s'il vous plaît, pour voir si je vais plus loin, ou alors si je garde le socialiste utopique pour la semaine prochaine, mais je commence à en parler parce que c'est important. Je vais me concentrer sur Fourier et Godin, qui sont les plus intéressants, je dirais surtout Godin, parce que ce qui va naître, du coup, en même temps que le libéralisme, et c'est pour ça qu'il faut bien avoir le contexte en tête. Retourner aujourd'hui chez Smith pour y voir les racines du mal, c'est une erreur fondamentale. Smith meurt, si vous regardez les dates,
Smith meurt en 1790. C'est bon, c'est bon. Merci. Smith meurt en 1790. Smith meurt pendant la révolution industrielle anglaise. Smith n'a pas vu la révolution industrielle anglaise. Il en a pressenti les effets, on dit toujours, bah oui, mais il a eu une vision, bah oui, il explique ce que va être la division du travail dans la manufacture des départ. En même temps, il n'y avait pas besoin d'être devin. Smith observait le progrès technique, la manière dont on organisait le travail, il voyait bien qu'on allait vers quelque chose. Mais Smith ne pouvait pas anticiper le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui. On ne peut pas reprocher à Smith d'être responsable de ce qu'est le libéralisme et ce qu'est le capitalisme aujourd'hui, puisque Smith est créé avant même la révolution industrielle. Or, juste après la révolution industrielle, des auteurs, justement, comme Saint-Simon, comme Fourier, comme Godin, hein, qui sont contemporains, qui vont se mettre à penser de manière contemporaine avec la révolution industrielle, qui vont lire Smith, qui vont découvrir Smith. Hein. Là, on est dans des élites intellectuelles dont on parlait au début de la séance de ce soir. On est dans le milieu de formes d'élite intellectuelle, souvent aristocratique hein, comme Saint-Simon né d'une famille noble, hein, qui se revendiquait héritière de Charlemagne, enfin descendant de Charlemagne, etc. Donc, on est face à des élites qui se connaissent entre elles, qui lisent. Il y a une forte activité intellectuelle en Europe. Smith se balade en France, etc. Les bouquins circulent entre eux. Bon, bien entendu, c'est réduit à une élite très restreinte. Mais les idées circulent, il y a beaucoup d'échanges. Et très rapidement, ces auteurs, certains auteurs, comme Saint-Simon, comme Fourier, comme Godin, vont s'interroger sur deux grandes choses fondamentales. Et le point en commun de tous ces auteurs, c'est un questionnement moral sur les conséquences du développement de la modernité marchande. Le problème, c'est que l'individualisme, la défense de l'individu, des libertés individuelles, etc., en étant assimilé à l'hypothèse du pire chez Adam Smith, cet individualisme est devenu rapidement la justification de l'égoïsme. Et ça, c'est pas la faute de Smith. Smith se dit, que se passerait-il si nous vivions dans le monde, dans un monde dans lequel chacun d'entre nous serait égoïste et passerait dans la carrière. Ce qui va se passer, c'est que d'autres économistes après Smith, c'est David Ricardo par exemple, hein, très rapidement, dans les années 1800-1810, Ricardo va dire, finalement, cette hypothèse est une hypothèse de travail pour les économistes. Mais du coup, si je conçois, à partir de cette hypothèse, un monde idéal, j'en viens finalement à justifier que, dans un monde idéal, il suffirait que chacun d'entre nous se comporte comme un égoïste pour que tout aille bien. Et du coup, on en vient à dire que, finalement, l'égoïsme peut être totalement justifié. Et là, on se retrouve face à un problème. En faisant l'hypothèse du pire, en disant, bien entendu, nous ne sommes pas comme ça, mais si nous étions comme ça, voilà ce qui se passerait, et ce ne serait pas dramatique, on en arrive à une situation dans laquelle, et très rapidement, des auteurs comme Saint-Simon vont comprendre ce qui est en train de se passer chez les économistes. Saint-Simon va dire, mais l'économie est en train de devenir la science qui légitime l'égoïsme. Or, cet égoïsme, progressivement, nous éloigne de l'intérêt collectif. Mais comme l'expliquait Adam Smith, le risque, c'est justement le moment, et ça, mais Saint-Simon n'a pas lu cette partie-là de Smith, Smith lui-même explique que dans cette société idéale, il y a bien entendu en permanence un risque, et ce risque, c'est la réalité de ce qu'est le pouvoir politique, et comme l'explique Smith, lorsque des élites égoïstes et intéressées monopolisent le pouvoir politique, monopolisent le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, on en arrive à une société dans laquelle les élites se détachent progressivement de l'intérêt général, finissent par croire que leur intérêt à eux est l'intérêt général, et comme l'explique Smith, on bascule progressivement dans une forme de corruption des sentiments moraux de l'élite. C'est très intéressant quand je dis, je ne sais pas ce que Smith dirait de la situation actuelle, j'en ai quand même une petite idée, en tout cas j'ai mon interprétation smithienne, et là vous le voyez, je m'éloigne très, très largement de Marx. Je trouve chez Smith des arguments pour expliquer qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase de corruption des sentiments moraux dans lesquels l'élite pense incarner l'intérêt général. Et c'est exactement le genre de risque que Smith soulignait déjà. Il dit oui, on peut concevoir une organisation sociale à laquelle chacun d'entre nous est intéressé par lui-même. Mais il ne faut pas confondre notre intérêt personnel avec l'intérêt général. Et le risque, c'est que l'élite d'hommes d'affaires pense que tout le monde pense comme elle. Et que chacun réagit en homme d'affaires. Eh ben non, comme l'expliqueront d'autres auteurs, libéraux eux-mêmes, non, chacun d'entre nous n'est pas un homme d'affaires. La plupart d'entre nous sommes des travailleurs. Et en tant que travailleurs, nous subissons le comportement des hommes d'affaires. Et encore une fois, ici, notez bien ça, parce qu'on y reviendra la semaine prochaine, ce ne sont pas de dangereux révolutionnaires qui disent ça. Ce sont des auteurs libéraux qui défendent le capitalisme, mais une forme utopique du capitalisme. Mais donc très rapidement, dès la fin 18e, début 19e, des auteurs comme Saint-Simon, Fourier, Godin, vont se rendre compte qu'il y a un risque avec ce développement, l'individualisme devient égoïsme, cet égoïsme conduit à une désaffiliation, c'est-à-dire une fragilisation du lien social, cette fragilisation du lien social nous coupe des autres, nous coupe de l'intérêt général, et l'idée c'est qu'il y a un risque de corruption morale.
Et cette corruption morale, très rapidement, ces auteurs, qui sont tous des auteurs français, ont donc en commun d'observer la révolution industrielle telle qu'elle se fait en France dans les années 1820-1830. Et ce qu'ils constatent, ce sont les conditions de vie misérables, sanitaires, physiques, misérables dans lesquelles vivent les ouvriers. Et du coup, comment ces conditions de vie physiquement et d'un point de vue sanitaire misérables conduisent à, en même temps, un abêtissement, un abrutissement moral, une consommation excessive d'alcool, etc. Autrement dit, un problème aussi bien sanitaire que moral que social. Et il constate de fait le délitement de la société telle qu'elle est en train de la société capitaliste telle qu'elle est en train de se manifester. Et du coup, ils vont s'interroger aussi sur les causes de ce qui est en train de se passer. Comment peut-on être en même temps dans un système qui met en place une production accélérée, rapide de richesse, très rapidement à ce moment-là. Comment cette société peut être en même temps porteuse de promesses productivistes, porteuse de promesses d'émancipation, de libération de l'individu, et produire littéralement ce qu'elle est en train de produire. Et donc ces auteurs vont proposer d'autres utopies. Des utopies dans lesquelles, eh bien, on pourrait, au contraire, de ce qui est en train de se passer, en disant « Regardez l'utopie libéralo-capitaliste, regardez ce qu'elle donne, ben nous proposons une utopie alternative. » Et le plus intéressant de ces trois auteurs, tous les trois sont très intéressants, c'est Godin, parce que c'est Godin qui va aller le plus loin dans la réalisation effective de ces projets utopiques. Et là, on est dans une utopie qui n'est pas une utopie totalement irréaliste, puisqu'elle s'est réalisée. Et c'est pour ça que je voulais avoir un petit peu de temps pour finir sur ce que nous explique Godin et sur ce qu'il a fait. Godin s'inspire de Fourier, qui lui-même s'inspirait de Saint-Simon. Saint-Simon croyait véritablement dans la science et dans l'organisation de la production au bénéfice de tous. Et de cette idée-là va naître, de cette idée qu'on peut avoir une organisation scientifique, collective de l'industrie, hein, c'est l'industrialisme saint-simonien. Fourier va en tirer l'idée que on pourrait du coup organiser notre vie sociale autour d'ateliers, de production, qui en même temps seraient des espaces, la grande idée de Fourier, c'est l'idée des phalanstères, ça va être qu'on peut organiser en même temps, sur le même lieu, l'activité productive, l'activité éducative, le logement, etc. Et Fourier va se lancer dans la conception du plan d'un phalanstère extrêmement complexe. Et celui qui va réaliser ça, c'est Godin. Et Godin, certains d'entre vous le connaissent peut-être, en tout cas peut-être que certains d'entre vous ont eu l'occasion, sinon d'utiliser, du moins de voir des cuisinières Godin, les célèbres cuisinières en fonte rouge. Et bien c'est ça. Ces cuisinières Godin, le jour où j'ai fait le lien entre ces cuisinières dont j'ai rêvé, dont je rêve encore, la cuisinière à bois Godin, où là ça prend vraiment sens, l'idée de réserver une sauce quand on la met de côté. Et oui, parce que, enfin bref, je fais pas pour la cuisine ce soir. Mais du coup, je pense Godin, je pense cuisine, ça me donne faim et soif. Le jour où j'ai fait le lien entre ces cuisinières rouges dont je rêvais et l'auteur Godin, je me dis, ah oui, d'accord, ok, c'est ça. Et regardez ce que Godin a conçu dans les années 1850. On voit les plans, la réalisation, et on voit toute une organisation, une utopie prendre littéralement forme. Cette utopie, c'est le familistère de Guise, c'est dans l'Ain, dans le nord de la France, c'est là qu'il a installé des ateliers. Alors ouais, toute une structuration autour, attends, j'ai pas de pipi pour montrer, mais enfin, on a une structuration autour des ateliers, de l'habitat, on est dans la logique d'un rejet, ici qui est très important. On a un double rejet. On a de la propriété. On a un rejet de la propriété du capital. L'idée, c'est que ceux qui travaillent doivent être en même temps propriétaires du capital. Il faut donc travailler en association. Et c'est à ce moment-là, dans les années 1830-1840, que naît ce qu'on a appelé le mouvement associationniste, qui s'est concrétisé, surtout à la fin du 19e siècle, mais c'est là que commence à naître l'idée que, pour pouvoir dépasser les problèmes du capitalisme tels qu'ils se manifestent, il faut dépasser l'opposition entre capital et travail. Le but n'est pas de faire disparaître le capital, le but pour ces auteurs-là, et c'est pour ça que ce sont des socialistes très particuliers, ceux qui vont donner naissance à l'associationnisme, ce sont les socialistes utopiques, tels que Marx va les appeler, qui considèrent que le capital doit revenir aux ouvriers, à ceux qui travaillent. Et donc ce capital doit être approprié en commun, et vous le verrez, on y reviendra la semaine prochaine, c'est la base de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale, c'est donc quelque chose qui est encore actif aujourd'hui, même si hélas on n'a plus de réalisation aussi ambitieuse que celle de Godin. Mais c'est non seulement donc cette rupture de la propriété du capital face au travail, donc il faut rassembler ces deux propriétés pour avoir un travail collectif, pour que chacun puisse bénéficier des fruits de son travail, littéralement, et donc sortir de conflits qui sont liés à cette répartition des fruits du travail.
mais en plus un rejet de la propriété privée du logement. C'est ça qui est très intéressant. L'idée que l'habitat individuel, ce serait ce qui a lieu. Vous voyez, on va jusqu'à... On lutte contre les effets pervers du développement de l'industrialisation grâce à la création d'ateliers à taille humaine, dans lesquels on fait travailler les gens, dans lesquels on les éduque, etc. Donc on lutte contre les effets que je mentionnais tout à l'heure, hein, les effets moraux, sanitaires, etc. On lutte contre les inégalités de propriété, mais aussi on lutte contre l'individualisme en favorisant l'habitat collectif. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce mouvement de l'habitat collectif, il renaît dans de nombreux endroits, et il y a de nombreuses expériences d'habitat coopératif. Et donc ici, ce qui est important, et c'est ce sur quoi je voulais finalement mettre le doigt ce soir, avant que la semaine prochaine, nous revenions sur l'actualité de ces utopies. C'était de revenir au fait que libéralisme, comme socialisme ou associationnisme, sont des utopies. Et que ces utopies ne correspondent pas nécessairement à la réalité, ce qui a été mis en pratique. Je n'avais pas besoin ce soir de vous montrer en quoi le socialisme tel qu'il a été décliné en Union soviétique ou à Cuba, en Allemagne de l'Est, etc., est très éloigné de l'idéal socialiste. L'idéal socialiste, chez un auteur comme Godin, c'est ça. On fabrique paisiblement des chaudières, on ne va pas dans les goulags. C'est pas du tout cette logique-là. Mais de la même manière, il y a une utopie libérale. Et cette utopie libérale, on essaiera de s'en saisir la semaine prochaine pour essayer de concevoir ensemble, finalement, l'idée que ces utopies socialistes, associationnistes, comme les utopies libérales, ont le même champ lexical. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, vous voyez, ces auteurs qui vont critiquer l'individualisme, Saint-Simon, Fourier, Godin, ces auteurs qui vont critiquer l'individualisme vont accoucher involontairement, au long du XIXe siècle, d'une pensée socialiste incarnée par Jaurès. Et ce que Jaurès dira, c'est que, en revenant aux sources de l'individualisme, en rappelant que la base du libéralisme, c'est la défense de l'épanouissement individuel, Jaurès dira, le véritable individualisme, ce n'est pas le libéralisme, c'est le socialisme. Et ici, on a quelque chose d'important, parce que j'en viens du coup maintenant à cette charnière entre le XIXe et le XXe siècle, le moment où la droite, comme la gauche, revendique l'individualisme. Aussi bien l'ultralibéralisme qu'il y a chez des auteurs dès la fin du XIXe, enfin je dirais même pendant tout le long du XIXe siècle, mais aussi chez les socialistes. Et là on a quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, ceux qui semblent aujourd'hui opposés ont des racines communes et qu'il serait peut-être intéressant de revenir à cette racine commune pour voir comment proposer de dépasser l'ensemble des difficultés que j'ai mentionnées en introduction. Je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé, j'ai été très long, ça laisse très peu de temps pour les questions. Merci beaucoup.